Merci beaucoup, Étienne. Je retiens cette phrase que la physique s'est construite par opposition aux données. Je trouve ça magnifique, ça résume sans données, mais même à un moment donné, je crois que tu as dit par opposition, dans le sens où les données indiquaient le contraire de ce que l'expérience de pensée a permis de concevoir. Tu as aussi beaucoup parlé de comprendre. Les machines ne comprennent pas, nous comprenons. Je ne sais pas ce que ça veut dire comprendre, mais tu nous l'expliqueras. Donc on passe maintenant, merci beaucoup, hein, c'était vraiment un plaisir comme toujours de t'écouter, et comme toujours ça ouvre les esprits. Donc nous passons maintenant à la présentation du centre. Catherine, je ne sais pas si tu veux te rapprocher un peu peut-être. C'est toi qui vas présenter, Daniel. Est-ce qu'il y a un instrument? Alors, Bon voilà, rebonjour à tous. C'est moi qui présente, mais ce que je veux présenter est un travail collectif qui a démarré conceptuellement dans un bureau en particulier dans lequel était présent Francis Jutan, à l'époque DGA de l'Institut Mintelecom, juste avant que Vincent n'arrive chez nous. Et avec bien sûr Catherine Douillard, avec Gérard Mémy, avec François Baccelli, et, qui est quelque part par là, et par la suite avec des dizaines de collègues, dont plusieurs sont dans la salle. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de ce travail de conception d'un centre que nous considérons être innovant dans sa conception. Voilà, le Centre national IMT, Réseau et Systèmes pour la transformation numérique. Pourquoi national? Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas collaborer avec le monde, c'est parce que l'IMT a une couverture nationale, comme Vincent l'a si clairement expliqué, et que nous considérons que cela est une valeur importante que nous développons. Mais nous sommes en lien direct avec l'Europe et avec le monde. Nous y reviendrons. IMT, réseau et système. Système, ça couvre absolument tout, mais nous parlons des systèmes en réseau, bien évidemment. En l'occurrence, pour la transformation numérique, je ne veux pas définir ce qu'est la transformation numérique, seulement dire que le mot-clé dans tout ça, qui est très long, c'est pour. Pour la transformation numérique, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, certes, on fait de la recherche, on fait de la formation, on fait du transfert, mais ce qu'on a comme objectif, c'est notre impact final, la contribution sociétale, la contribution à l'industrie, au développement du pays, de l'Europe, de notre industrie en particulier. Je suis ravi de voir les nombreux industriels qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Voilà. On passe directement aux questions. Ça veut dire que j'ai raté quelque chose. C'était pas le bon. Voilà. Quelques mots de contexte, mais je vais aller très vite parce que je sais que vous connaissez bien tout cela. D'abord, les réseaux du futur, la 5G, les 6G, mais tous les autres réseaux, notamment les réseaux véhiculaires et toutes les autres familles de réseaux, le cloud, la convergence entre le réseau et le cloud, nous le savons, ont un impact stratégique majeur. Ils sont au cœur de la transformation numérique, mais ils sont au cœur de notre souveraineté industrielle. C'est ce dont quoi vous parlez absolument tous les jours. Les pouvoirs publics français ont parfaitement conscience de cela et ont conçu la stratégie nationale d'accélération sur le réseau du futur dans le cadre du programme France 2030. Nous avons le plaisir d'avoir Guillaume Boncher qui pilote cette stratégie pour la Direction générale des entreprises. Il est là avec nous. Et donc, ils ont imaginé cette stratégie avec un ensemble de personnes, bien évidemment, et ils ont mis en place un ensemble d'appels à programmes extrêmement intéressants dont je parlerai par la suite, et que ce soit pour la recherche, pour être sûr qu'on disposera des compétences nécessaires, pour le transfert, pour la standardisation. Et tout cela se fait dans un contexte international où la concurrence est extrêmement rude. Vous voyez les montants qui sont investis en recherche en Chine sur des périodes longues. Certains disaient jusqu'à il y a peu longtemps que la recherche sur les réseaux était morte. Ben voilà, les Chinois, ils investissent sur une durée de 15 ans sur ces systèmes-là.
Et puis, sur des pays qui sont à taille comparable, la Corée du Sud, l'Allemagne, pareil, des investissements extrêmement significatifs. Et on est en concurrence forte dans nos domaines avec ces acteurs mondiaux. Et puis, ça évolue très vite. On parle de transformation numérique. On sait bien qu'on a introduit la transformation numérique en silo par secteur d'activité, les transports, l'énergie, la santé. Et puis, on sent arriver une nouvelle phase que nous, on a appelée des services multisectoriels, où on va faire interagir ces secteurs d'activité pour produire des services à très forte valeur ajoutée qui sont transversaux à ces divers systèmes d'activité, avec secteurs d'activité. Mais on comprend derrière tout ce que cela signifie, en termes de partage ou pas de données, en termes de sécurisation de bout en bout, en termes de gestion des ressources dans un contexte multi-acteurs, multisectoriel, multi-X, Y, Z. Voilà, c'est dans ce cadre-là, et je me trompe encore sur les boutons, c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de construire le centre. Et donc, pourquoi nous? Pourquoi l'IMT? Je le disais tout à l'heure, les pouvoirs publics ont ouvert des appels donc, sur divers sujets, notamment pour financer la recherche à travers les programmes appelés PEPR, Programme et équipement prioritaire de recherche. Il y en a un sur les réseaux du futur qui est copiloté par l'IMT, le CNRS, et j'ai vu Serge Verdem quelque part, voilà, Serge qui est là, avec qui nous copilotons ce programme, également avec le SEA, Dimitri Tenas, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc, cela pour la recherche, mais nous sommes très présents dans d'autres PEPR, le cloud notamment, le cyber. Et donc, l'IMT est extrêmement présent sur ces programmes et équipements prioritaires de recherche. Sur la formation, l'outil, c'est ce qu'on appelle les CMA, capacité et... Pardon ? Compétences métiers d'avenir. Heureusement que les industriels savent de quoi nous parlons en ce moment. Et l'IMT a remporté un dont le nom figure ici. Prématuration, maturation, qui est piloté par ailleurs par Xavier Lagrange. Et prématuration, maturation, pareil, l'IMT avec la SAT Westvalo copilote. Et donc ça, c'est Jean-René Bailly, chez nous, qui est quelque part dans la salle également, au fond là-bas. Et puis sur la normalisation également, France CIG, qui va être lancé dans très peu de temps. Et donc vous voyez... un succès important de l'IMT sur toutes ces activités-là. Et puis une volonté, avec les pouvoirs publics, d'articuler tout cela. Et là, voilà un des premiers objectifs du centre, c'est pour l'IMT d'articuler recherche, formation, innovation, transfert, de manière à avoir un impact plus significatif, mais surtout, et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, de faire cela avec nos entreprises partenaires, avec les industriels, en les amenant beaucoup plus en amont dans la conception de ces diverses activités et surtout de la manière dont on les articule entre elles. Un exemple qui est tout à fait simpliste et banal, mais pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire articuler enseignement et recherche, enseignement et transfert. Par exemple, un étudiant qui est en dernière année, aujourd'hui, il fait un stage en entreprise, il suit des formations. On pourrait imaginer que cette dernière année soit pilotée par un projet industriel qui arrive d'une business unit d'un de nos partenaires industriels. Et que l'étudiant ne fait pas un projet pour valider l'acquisition de compétences, mais qu'il étudie pour réaliser son projet. Il va choisir ses cours de sorte à ce qu'il ait les compétences nécessaires pour attaquer les problèmes auxquels il est confronté dans le cadre de son projet. Ce qui ressemble beaucoup plus à ce qui arrive quand on arrive, bien évidemment, sur le marché du travail. Ça, c'est un exemple tout à fait mineur. Je reviendrai sur des choses plus structurantes, sur la recherche, l'innovation, dans quelques instants. Mais l'idée, c'est d'articuler donc tout cela avec, encore une fois, nos partenaires. Et donc, un centre pour articuler l'ensemble de nos activités dans le domaine des réseaux et systèmes pour la transformation numérique, et un acteur national reconnu dans le domaine, et on a eu du succès, comme j'en l'ai expliqué tout à l'heure, capable de mettre en place une stratégie, on va en parler, de la stratégie qui est très évolutive, parce qu'on a des réunions périodiques pour mettre cela à jour, avec nos partenaires industriels,
Une structure unique, elle est conçue d'une manière que l'on considère, nous, innovante, souple et réactive. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce n'est pas que des mots-clés. On est dans le monde académique à l'IMT, avec des partenaires, bien évidemment, industriels, mais dans le monde académique. Le monde académique est disciplinaire par définition, et heureusement que c'est comme cela. C'est-à-dire qu'on a des écoles, on a des départements, on a des équipes qui sont disciplinaires. Les disciplines, ça ne change pas tous les jours. Et donc, ce qu'on met en place, c'est quelque chose qui va s'appuyer sur toutes ces compétences-là, sur la capacité de compréhension de ces humains-là par rapport aux machines, mais qu'on va mettre en action à travers d'axes de travail qui, eux, changent en permanence et qui s'adaptent aux besoins de la société, qui s'adaptent aux besoins des entreprises. Très dynamiquement, ces axes, on les conçoit avec vous, de manière, encore une fois, à répondre en temps réel aux besoins de la société. Et ce qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude, c'est qu'on est capable non seulement de les créer, ces axes-là, mais également de les tuer, très rapidement. Donc on crée dynamiquement les équipes, les meilleures équipes, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la force de frappe que représente l'IMT, et de tous nos partenaires, que ce soit académiques ou industriels, pour être, encore une fois, parfaitement alignés à tout moment aux véritables besoins de la société et de l'industrie. Voilà l'idée générale, et donc l'articuler l'ensemble de nos activités, comme on le disait tout à l'heure, avec un objectif de transfert. Et donc, là encore, pour venir vous offrir, vous, industriels, un portefeuille de services parfaitement articulé. On travaille toujours, depuis toujours, la vidéo le montrait avec les industriels, depuis les origines des écoles de l'IMT. Là, ce qu'on veut rajouter, c'est le fait que ces liens soient beaucoup plus faciles à établir. Ce n'est pas parce qu'un collègue connaît un industriel ou un industriel connaît un collègue, et donc une vision partielle de ce que nous faisons, mais c'est de vous montrer de manière simple, facile d'accès, l'ensemble de ce que nous offrons, l'ensemble de ce que nous faisons qui pourrait vous être utile. Mais également de concevoir avec vous les nouvelles choses qu'on pourrait faire pour vous être encore plus utile. Et donc, le dernier point est essentiel, en lien direct avec les entreprises pour la conception du centre et pour son développement. Voilà un peu les objectifs que nous nous sommes donnés. Sur quel domaine? C'est l'ensemble de la chaîne technologique et des bases scientifiques du domaine. Ça part du composant et ça arrive jusqu'aux applications et aux usages, bien sûr, et les modèles économiques. C'est l'ensemble de la chaîne et j'y reviendrai. Sans oublier les problèmes qui ont déjà été mentionnés de frugalité énergétique, les problèmes d'acceptabilité, les problèmes d'impact sanitaire, et nous travaillons avec des économistes dans la maison. Il y a d'ailleurs le directeur de Business School, mais il y a également d'autres collègues. Voilà. Il y a des divers collègues dans la salle qui sont dans cet aspect-là des choses. C'est absolument essentiel et je reviendrai pour expliquer pourquoi il est si important qu'on travaille de manière pluridisciplinaire et même interdisciplinaire. Voilà, maintenant, si je regarde d'un peu plus près ce que nous avons comme couverture aujourd'hui, mais encore une fois, elle change tout le temps, parce qu'on fait ça, encore une fois, pour être à la page à tout moment. Historiquement, nous avons toujours conçu les réseaux pour qu'ils soient plus forts. Plus de capacité, moins de délai, plus de couverture, bref, plus, moins, sans nous soucier tellement de quels étaient les besoins. Je me rappelle quand j'étais à la fac, et ça fait très longtemps, pour que vous ayez une idée, c'est à l'époque où on a inventé le RNIS. Oui, je suis désolé, ça ne rajeunit pas. Vous savez comment on dit RNIS en anglais? ISDN. Et j'avais un prof vraiment brillant qui m'a dit, vous savez ce que ça veut dire ISDN? Innovation Subscribers Don't Need. Ça m'a marqué. Mais on a continué comme ça pendant des décennies. Ce n'est qu'avec la 5G qu'on a vraiment commencé à se dire il faudrait quand même qu'on regarde de quoi les verticaux ont besoin. Et on a commencé à travailler avec eux de manière beaucoup plus synergétique. Et là, on est au summum de là. Ça veut dire qu'on ne fait pas que travailler avec eux pour comprendre leurs besoins. On travaille avec eux pour concevoir les systèmes de demain. Et c'est beaucoup plus fort quand on arrive à la 6G. Et donc,
on travaille avec l'industrie 4.0, les transports, l'énergie. On a des labos communs avec ces verticaux, de nombreux labos communs, de nombreuses chaires avec ces divers verticaux, pour concevoir ensemble les systèmes de demain. Et c'est là où il y a encore une fois la force de l'IMT, parce que nous avons des écoles qui sont spécialisées plus ou moins sur certains, qui sont fortes en tout cas sur certains verticaux. Nous avons des écoles qui sont plus fortes en cœur de métier, mais nous travaillons maintenant tous ensemble pour couvrir l'ensemble de la chaîne. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses que vous connaissez. J'ai déjà mentionné l'idée de services multisectoriels que je détaille un tout petit peu. On a un cœur de numérique, convergence, réseau, cloud, sécurisé, de bout en bout, bref, tout ce que vous connaissez parfaitement. Et puis, on est en plein process encore, bien sûr, de numérisation de ces verticaux-là. Et puis, on passe dans une nouvelle étape dans laquelle, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est que ces acteurs-là puissent interagir sur ces infrastructures numériques pour mettre en place une nouvelle génération de services multisectoriels. Un exemple tout à fait simpliste, banal, pas intéressant, mais tout simplement pour comprendre de quoi on parle. Imaginons la voiture non intelligente de demain, mais qui se croit intelligente, qui va lire votre agenda, qui va savoir ce que vous devez faire et qui va optimiser votre journée, votre voiture, non seulement parce qu'elle va choisir des parcours où le trafic est moindre, mais parce qu'elle va choisir des parkings où l'énergie est pas chère. Et vous allez pouvoir charger la voiture pour minimiser le soir le coût énergétique à la maison, parce que c'est la voiture qui va alimenter votre maison. Bon, c'est des choses dont on parle depuis des décennies, mais vous voyez ce que ça veut dire en termes d'architecture de système. Comment on fait pour arriver à mettre en place ces systèmes-là? Une ville intelligente qui interagit avec l'ambulance pour lui donner une priorité. Bon, tout cela requiert de solutions extrêmement complexes en termes de gestion de données, de sécurisation de bout en bout, mais également en termes de connectivité. Voilà pour les services multisectoriels. Après, ce que nous savons, c'est que nous passons de la 2D à la 3D. On passe sur les réseaux non terrestres et même sous-terrestres, parce qu'il y a des réseaux aussi aquatiques. Bref, sous-terrestre, ce n'est pas un bon terme, mais les réseaux aquatiques, disent. Sous-marins, merci. Merci. Et donc, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais vous savez aujourd'hui qu'il y a une constellation qui fait des dizaines de milliers de satellites. Certains disent que ça fait beaucoup de poussière. Bref. La SNSJU a financé divers projets sur les réseaux non terrestres. Là, j'en mentionne un parmi bien d'autres. Mais vous voyez bien quelle est l'idée, c'est d'avoir des satellites d'orbite basse, d'orbite moyenne, d'orbite haute, qui vont interagir entre eux, mais interagir aussi avec les réseaux terrestres, pour avoir la couverture dont on a besoin. Mais vous pouvez dire, on n'a pas besoin de ça en France, on a une très bonne couverture réseau. Oui, sauf que quand on entend certains dire qu'en cas de guerre, un pays est déconnecté, mais ce n'est pas grave, parce que moi, j'arrive à mobiliser mes satellites et couvrir cette zone-là de la planète, vous voyez bien que, du point de vue stratégique, du point de vue de souveraineté nationale, avoir une maîtrise sur ces systèmes-là est absolument essentiel. Et c'est pour cela que nous avons dédié un des ateliers de cet après-midi au sujet des réseaux non terrestres. On est en train de passer sur des systèmes antennaires qui sont complètement différents de ce qu'on faisait historiquement. Par exemple, nos fenêtres vont devenir demain aussi transparentes qu'aujourd'hui, mais feront partie de l'infrastructure de communication. Un exemple banal, ça j'ai emprunté cette photo à un collègue de KTH parce que j'ai trouvé que... Il a une petite vidéo d'ailleurs sur les surfaces intelligentes qui est très très bonne. Ces surfaces intelligentes, comme les vitres dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles vont faire? Imaginez une antenne à l'extérieur. Il y a un mur, le signal ne passe pas, mais il passe à travers la fenêtre. Sauf qu'à travers la fenêtre, il cogne un mur. Et donc lui, il n'a pas de réseau. Si ce mur était intelligent entre guillemets, je n'ose pas parler d'intelligence après Étienne, mais émulant suffisamment bien de l'intelligence pour comprendre qu'il faut amener le signal jusqu'ici très ponctuellement. Vous voyez bien, il y a une pointe là de puissance du signal. D'une part, il serait couvert. D'autre part, on va consommer beaucoup moins de puissance parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter la puissance pour traverser les murs. On va tout simplement réfléchir de manière intelligente la puissance.
Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des surfaces intelligentes reconfigurables. Ce n'est qu'un exemple de nouveaux systèmes antennaires qu'on met en place pour optimiser ces types de réseaux. Donc, il y a une fusion entre le monde physique et ces dispositifs qui permettent de mettre en place les systèmes de demain. On augmente en fréquence, on en parle beaucoup, on n'en fait pas suffisamment, ça ne va pas très vite, et puis même les applications ne sont pas évidentes. Mais il y a beaucoup de travaux pour se rapprocher du terahertz. Serge pourra vous expliquer qu'on est quand même encore loin. Bon, là, c'est la vision vers les applicatifs. Là, c'est la vision de ce qui se passe en bas, tout la ferraille qui permet de mettre en place tout cela. Entre les deux, il y a des architectures. Et ce qui change dans ces architectures, c'est qu'on passe dans des paradigmes convergents. Convergence réseau cloud. Historiquement, on parlait des OTT, over the top. C'est-à-dire que les Google et autres s'appuyaient sur le réseau Internet. Ils étaient au-dessus. Ils déployaient des data centers au-dessus qui s'appuyaient sur les réseaux. Aujourd'hui, le cloud sort des grands data centers, il diffuse sur l'ensemble des infrastructures, il se rapproche des usagers finaux, et en particulier en inondant les infrastructures dites télécom historiquement. On parle par exemple du MEC, Mobile Edge Computing, Multi-Access Edge Computing. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, on est en plein dans cette convergence-là, qui est conséquence en particulier du fait qu'on a virtualisé, softwarisé nos réseaux de télécommunications. Tout cela a démarré en 2012, quand 13 opérateurs, si je ne me trompe pas, ont sorti un white paper où ils décrivaient le fait qu'ils ne pouvaient plus continuer à acheter des machines fermées. Et il fallait des choses plus flexibles, comme le cloud avait utilisé de manière très successful. Bon, ça a démarré à l'époque, ça a mis du temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, les réseaux, ça ne plaît pas ce que je dis à Emmanuel, mais ça ne lui plaît jamais ce que je dis. Je rigole. Voilà, donc on est en plein dans cela, la softwarisation, la virtualisation de nos systèmes. La sécurisation de bout en bout quand on est dans des systèmes de systèmes, hein, parce qu'on est dans des systèmes de réseau convergents avec le cloud pour mettre en place des services multisectoriels, donc des systèmes de systèmes. Sécuriser cela, protéger les données est un vrai cauchemar. Et puis je l'ai laissé pour la fin, l'intelligence artificielle, à la fois pour contrôler cette complexité. Et pour cela, elle est utile parce que là, on n'a pas à conceptualiser, on a à comprendre des tas de données pour bien optimiser ces infrastructures. Donc là, on est vraiment dans la donnée qu'on a collectée et qu'on a besoin de l'utiliser de manière d'en tirer le maximum pour être capable d'opérer ces systèmes très complexes. Et réciproquement, ces systèmes dits d'intelligence artificielle sont de plus en plus distribués. On parle d'intelligence artificielle fédérative, ce qui a plein d'avantages. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais qui a besoin de réseaux. Et quand on regarde la projection, c'est assez hallucinant, les types de capacités dont on aura besoin. Et puis, last but not the least, il faut faire tout cela de manière sobre parce que, justement, Étienne le disait, la consommation énergétique de ces systèmes est absolument hallucinante. Et donc, imaginez la sobriété de bout en bout, du composant jusqu'aux applicatifs, et donc l'IA en particulier est absolument essentielle. Et donc, je dis last pour but not the least, de manière transversale. J'avais ce rectangle-là, quelque part par là, à une époque, et notre directrice générale, un jour, m'a dit c'est très bien, mais c'est pas ça. Il faut mettre ça au cœur de la chose, y compris dans le slide. Donc, voilà la transformation. Cécile, que comme je vous le disais, comme Vincent le disait, vous passe le bonjour et regrette de ne pas être là. Un autre point qui nous semble important dans ce que nous faisons, c'est que nous avons une articulation de plateformes. Une des écoles qui fait partie de cet écosystème, c'est Eurecom, qui depuis très longtemps est reconnue, y compris dans les programmes européens, pour des plateformes d'émulation de réseaux 5G, maintenant vers la 6G, avec donc la facilité d'expérimentation. On a Philippe Martin, ce que j'ai vu dans la salle, Philippe qui est là-bas, qui également a des systèmes qui sont très complémentaires, différents, mais qui émulent également des réseaux 5G, 6G,
avec des bribes de 6G, et à Télécom Paris, et avec un potentiel d'expérimentation qui est un facilitateur majeur pour les recherches que nous faisons. Mais ces plateformes, elles servent à tout, à la recherche, au travail que nous faisons avec les industriels, bref. Nous considérons que ce travail que nous faisons sur l'articulation de toutes ces plateformes, parce que nombreuses de ces plateformes sont en lien avec les verticaux, je parlais tout à l'heure, dans le monde de l'énergie, dans le monde des transports, dans le monde des drones, je parlais de Raycom. Raycom a une licence pour piloter des drones automatisés à travers de la 5G. Bref, nous considérons que ces choses-là sont au cœur également de ce que nous faisons. Pour avancer et pour résumer donc tout ce qu'on vient de dire, le positionnement du centre, donc une dynamique avec masse critique, Vincent l'a expliqué, de développement et de promotion d'une recherche de pointe. Tout part dans l'innovation que nous faisons de cette recherche-là, bénéficiant des plateformes que je viens d'évoquer, une force de proposition, de programmes et de projets d'innovation, en travaillant la main dans la main, très en amont avec les industriels, une réponse à divers besoins des entreprises, toute la chaîne, y compris dans le développement de nouvelles compétences. Un vecteur de motivation au soutien de l'entrepreneuriat. Nous avons de nombreux incubateurs à l'Institut Mines Télécom et le centre a défini des process pour alimenter ces incubateurs avec des résultats issus de nos recherches, également en accompagnant nos étudiants, nos doctorants, nos postdocs, pour que ce soit beaucoup plus facile pour eux de faire cette transformation de leurs résultats dans de la valeur industrielle. On a parlé tout à l'heure de prématuration-maturation, et donc notamment comme nous le faisons dans le cadre du PEPR, comme nous le faisons la main dans la main avec FrameXG, on en parlait tout à l'heure. Et puis une force d'entraînement de la communauté de recherche, parce que nous travaillons la main dans la main avec le CNRS, avec le DOA, avec l'INRIA, Jean-Marie Gors, que j'ai vu également, voilà, avec qui nous copilotons également le PEPR réseau. Donc, voilà notre positionnement. Alors, pourquoi on considère, nous, suite aux divers échanges qu'on a eus avec vous, industriels, et ça va se voir dans la table ronde, et je reprends d'ailleurs souvent des choses que vous m'avez indiquées, vous, industriels, quel est votre intérêt sur le centre? Vous allez développer vous-même un peu pendant la table ronde. Donc, accéder à une vision holistique des activités de l'IMT, la notion de guichet unique, et une offre de services intégrés et articulés. Ça va du résultat scientifique jusqu'au modèle économique, et ça intègre absolument tout l'ensemble de nos activités. Bénéficier du potentiel de transfert depuis l'IMT et de ses partenaires académiques, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille ensemble avec nos partenaires, notamment dans le cadre du PEPR, et c'est dans l'ensemble des moyens ou des mécanismes de transfert, notamment la normalisation. Ça, c'est extrêmement important, s'appuyer sur une capacité de structuration et d'animation d'action européenne. On parlera tout à l'heure, je vais introduire le lien qu'on a créé avec Erzébeth, que je remercie encore d'être là, mais également avec d'autres acteurs comme l'IoT. Bénéficier, et ça c'est également très important, des liens entre cœur de métier et verticaux, entre... L'avantage de l'IMT, c'est qu'on est neutre. On n'a pas un agenda économique dans cette histoire-là. Et donc, comme on est neutre, on n'est pas un acteur du marché, il est souvent très facile pour nous de mettre autour de la table des acteurs que, pour diverses raisons, ne se parlent pas toujours facilement. Si je peux me permettre de parler comme ça, c'est une caricature, je sais bien, hein, mais qui a fait ses preuves. Et donc, le fait qu'on travaille à la fois en cœur de métier avec les verticaux, qu'on ait des plateformes qui fait que naturellement on se rend compte, ça fait que, parce que dans l'industrie on est toujours dans l'urgence, le fait de prendre le temps de se parler tous ensemble, ça fait surgir des idées innovantes, et ça a été le cas plusieurs fois, et on souhaite accélérer tout cela. Donc notre neutralité est un point fort.
Bien évidemment, profiter de co-investissements pour atteindre ces objectifs, lever des fonds conjointement, que ce soit au niveau national ou international. Et puis, ce qui est très important, c'est que ce monde va très vite et être au courant de tout ce qui se passe est difficile. Valider certaines idées et concepts n'est pas toujours simple. Et donc, on met en place un certain nombre d'activités pour qu'on se rencontre, pour discuter, pour brainstormer sur le potentiel de telle ou telle idée ou sur tel ou tel signaux faibles qu'on détecte sur le marché. Augmenter l'attractivité du domaine, notamment vis-à-vis des étudiants. Étienne, on en parlait tout à l'heure. On a, en tout cas chez nous, on a eu pendant un certain temps une difficulté que les étudiants se désintéressaient des sciences dures, si je peux parler comme ça, et des problèmes scientifiques derrière les systèmes dont on est en train de parler, parce qu'ils les voyaient de plus en plus éloignés de ce qu'ils faisaient tous les jours, donc effectivement, être derrière un smartphone. Mais dès le moment où on commence à parler de ces services multisectoriels, où la conception des systèmes n'est pas uniquement la conception du tuyau qui va permettre de véhiculer, mais que cela est conçu conjointement avec les cas d'usage, là, la chose change. Et on voit un retour d'intérêt de nos étudiants sur ces thématiques-là, et le centre a pour vocation d'accélérer cela. Et pareil, de promouvoir la formation par la recherche. Le doctorat n'est toujours pas suffisamment valorisé en France, malheureusement. Et on sait bien que dans un monde qui innove, le doctorat devrait avoir un rôle beaucoup plus central. Voilà, j'ai presque fini. Le lancement. Une conception innovante, là, on n'a pas le temps de vous montrer comment on est organisé. Certains des industriels qui sont dans la salle le savent maintenant. Mais encore une fois, c'est conçu pour être extrêmement agile. Le centre lui-même, si ça ne fonctionne pas, on va le tuer. C'est ça qu'on veut dire. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très, très dynamique. Validé par les instances de l'IMT, conseil d'administration, comité scientifique, etc. On a fait un lancement interne en juillet, ça fait 6 mois, et à partir de là, on a commencé à travailler. On a aujourd'hui... il y a grosso modo, pour que vous ayez une idée, une centaine de collègues de l'IMT qui sont plus ou moins impliqués dans le centre, et je parle uniquement des seniors. Il y a derrière tous les doctorants, les postdocs, etc. Vous voyez, ça c'est une force de frappe importante. Et puis les lancements publics aujourd'hui. Et puis je voulais remercier l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés dans cette première phase. J'espère n'oublier personne, mais il figure ceux qui très tôt ont signé des lettres de soutien, qui ont compris ce qu'on voulait faire et qui ont signé des lettres de soutien pour que, ensemble, à l'intérieur de l'IMT, on prenne la décision, et surtout les responsables de prendre cette décision, de lancer le centre. Et puis, dedans ici, de nombreux partenaires qui sont la plupart dans la salle aujourd'hui, avec qui on a beaucoup avancé sur la définition de ce qui sera notre plan d'activité commun. Donc, merci à tous. Sans vous, ça ne serait pas fait, bien évidemment. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai sûrement dépassé le temps. Ça m'arrive malheureusement trop souvent. Donc, merci beaucoup d'être là. Et comme je le disais, comment ça va continuer? Je crois qu'on a une pause maintenant. On aura la présentation d'Erzébeth par la suite, une pause déjeuner. Non, j'ai raté quelque chose. Pardon? Ah oui, oui. Voilà. Bon, vous avez l'agenda. Vous avez l'agenda, j'ai tout oublié. Mais ce que nous avons, donc bien évidemment, central par rapport à la journée d'aujourd'hui, la présentation d'Erzébeth, nous avons également une présentation sur une entreprise, une jeune entreprise qui a l'intérêt, qui a été fondée par un chercheur de très haut niveau, quelqu'un qui fait des recherches vraiment de très haut niveau et qui est également un entrepreneur, qui a créé diverses entreprises, dont celle-là, Greenawave, qui est en train d'avoir un positionnement intéressant sur le marché en question. On aura une table ronde. On aura un témoignage des premiers résultats du centre. Et un témoignage des premiers résultats du centre, même si on est très jeune. Merci, heureusement que Catherine est là. Et puis une table... Hein? Il faut dormir, oui, mais ces derniers temps, c'est un peu difficile. Et donc, je vous disais, on aura la table ronde avec plusieurs
collègues industriels de plus haut niveau. Et puis, effectivement, après, j'ai un peu faim. Et puis après cela, on ira déjeuner. Donc, merci à tous.